Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous. Il était une fois un livre reçoit cette semaine Philippe Gérin pour nous présenter son livre Les Voyages de Côme K, édité chez Gaïa en 2019. Bonjour Philippe Gérin. Bonjour. Donc, ma première question qui m'a intriguée dès le départ, c'est le prénom de ce personnage principal. Alors, à la lecture, je me suis rendu compte que c'était peut-être la clé de l'énigme, mais est-ce que vous pouvez nous dire, sans dévoiler l'histoire, nous expliquer un petit peu ce prénom, Côme K? Alors, Côme K, c'est le héros de l'histoire. Le prénom, évidemment, je ne peux pas en dire grand-chose, puisque la lettre K qui suit le prénom de ce personnage est effectivement, comme vous l'avez dit, une clé de résolution de l'histoire de Côme. Donc, effectivement, Côme, qui un jour part sur les routes, associe à son nom cette lettre mystérieuse, cette lettre K, dont le lecteur découvrira la signification à la fin du livre. D'accord, mais vous ne pouviez pas, par exemple, l'appeler juste Côme, tout en gardant cette intrigue qu'on aurait découvert au fil de ses pérégrinations. Si, bien sûr, ça aurait aussi fonctionné sans avoir ajouté cette lettre, mais c'est le personnage qui souhaite rajouter cette lettre à son nom, donc j'ai bien été obligé de le laisser faire, et ça rajoute effectivement immédiatement une étrangeté. Dès le titre, en fait, ça ajoute une étrangeté et ça intrigue certainement le lecteur dès le départ. Ouais, ça m'a intriguée. Je me suis dit... alors, à la lecture, je me disais comment ça se dit. Est-ce que... mais bon, après, effectivement, à la lecture du livre, et surtout quand on arrive à la fin, on comprend l'ajout de cette lettre. Donc, ce livre a été primé, quand même. Oui, un petit peu. Oui. Un petit peu, quand même. De même que le premier que vous aviez fait. Oui. Vous aviez écrit en 2013. Oui. C'est ça ? Qui avait été édité en 2013. Donc, c'était Du haut de la décharge sauvage. Donc là, il avait eu... en Bretagne, il avait eu le prix de l'Association des écrivains bretons, le prix du roman de l'Association des écrivains bretons. Et puis, ce dernier roman a eu plusieurs prix. Là, enfin, il y en a d'autres qui sont encore en cours, donc on espère que la moisson va se poursuivre. Mais notamment, il a eu le prix des rencontres à lire de Dax. Il a eu le prix des récits de l'ailleurs de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et également le prix des Cordeliers, c'est le prix d'une très grande librairie dans le sud de la France. Donc oui, c'est très sympathique en tout cas. C'est un bel encouragement. Oui, tout à fait. Ouais. Donc maintenant, vous ne pouvez plus vous arrêter. D'écrire, non. Mais après, voilà, d'éditer, on va voir comment ça passe la suite. Oui. Ben non, parce que quand on est primé comme ça, il y a forcément une attente des lecteurs derrière. Oui, j'espère. Oui. Même si les deux livres sont dans des univers qui sont complètement différents, il y a quand même, j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même un fil conducteur entre les deux, comme une espèce de résilience, une recherche de résilience dans les deux, même si on est dans des univers complètement différents, quoi. Oui, il y a forcément des ponts entre les deux sur les thématiques abordées. Moi, je dirais plus que le mot que j'utiliserais, moi, c'est une recherche d'apaisement, en fait, dans les deux. Les héros des deux romans sont dans cette recherche-là, consciemment ou pas consciemment, mais en tout cas, je pense que c'est cette thématique, une des thématiques communes aux deux romans. Aux deux romans. Donc là, vous avez eu le prix de l'ailleurs, et pour cause, c'est que votre titre, c'est Les Voyages de Côme K. Effectivement, là, vous emmenez le lecteur dans des contrées dont on n'a pas forcément l'habitude, quoi. Parce qu'ils sont vraiment, pour le coup, de l'ailleurs. Oui, tout à fait. Il y a trois parties principales dans le roman qui se passent sur 3 lieux
assez loin, assez éloignés des nôtres, 3 lieux différents. Donc un premier lieu dans les îles norvégiennes au-delà du cercle polaire, les îles Vesteralen. Après on part, la deuxième partie se passe sur les rives du lac Baïkal, hein, donc en Sibérie. Et puis la dernière partie va se passer à Singapour et sur des îles indonésiennes. Donc oui, c'est les voyages de Comca dans le sens à la fois qu'on va suivre ce personnage à 3 moments de sa vie dans 3 lieux très, très chargés, je dirais, des lieux très forts et très beaux. Et puis c'est un voyage intérieur aussi, c'est-à-dire il y a à la fois le voyage géographique et le voyage intérieur du héros. C'est vrai qu'il est très jeune quand même quand il part. Enfin, il est très jeune. Pour faire ce type de voyage, il a à peine 20 ans, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Il part parce qu'il ne peut plus rester, en fait. Donc c'est un peu une force qui le pousse à partir parce qu'il n'est plus en capacité de rester avec sa mère, en fait. Pour des raisons qu'on découvrira tout au long du livre. Mais voilà, il y a un sentiment très fort d'abandon qui le pousse et d'incompréhension qui le pousse à quitter son pays, sa famille, le lieu où il a toujours vécu et il part sur les routes du monde pour essayer de trouver justement l'apaisement dont on parlait tout à l'heure quelque part ailleurs. Oui, puis là, il choisit quand même des ailleurs qui sont un peu... pas forcément très touristique, même si le lac Baïkal apparemment le devient. Voilà. Mais ce ne sont pas forcément des contrées vers lesquelles on va spontanément pour rechercher l'apaisement, ou alors ces grandes contrées sauvages, peut-être. Alors, j'ai pas l'impression qu'il les choisit vraiment. En fait, à chaque fois, il se trouve un peu projeté dans ces endroits sans trop avoir choisi ou réfléchi à vouloir aller spécialement ici. Hein. Il y a des hasards qui se font ou des coïncidences qui se font et puis le voilà dans un nouveau décor. Et oui, c'est à chaque fois, ça c'était ma volonté de le projeter à chaque fois dans des décors très... pour les 2 premiers, très isolés, très loin du monde et du chaos du monde et de la fureur du monde, pour vraiment centrer principalement sur les personnages qui habitent à chaque fois chacune des histoires, puisque on peut considérer que sur chacune des parties et chaque lieu, c'est aussi à chaque fois une histoire qui se passe avec des personnages qui habitent ces lieux-là, puisque Combe va à chaque fois... rentrer dans la vie de personnes qui vont l'accueillir. Et donc, oui, ma volonté était que ça se passe dans des endroits très, très, très puissants en termes de beauté, à la fois sauvage et à la fois d'isolement. Pour mieux le faire se retrouver. Oui, pour concentrer, pour que le décor soit un révélateur de ce qui se passe en lui aussi, quoi. Parce que à la fois, c'est la nature dans ce livre est quand même très très présente. Vous en faites des descriptions. C'est un personnage à elle toute seule, quoi, la nature. Mais le fait que ce soit peu habité, il ne peut pas se disperser finalement. Il côtoie toujours à chaque fois très très peu de monde. C'est une famille, donc ça ne peut que le pousser à se retrouver lui-même. Alors on sent quand même, ça fait un peu comme un jeu de piste. Oui. À partir du moment où donc la Norvège, on sait pourquoi il se retrouve en Sibérie, on sait pourquoi il se retrouve à Singapour. Il y a comme un jeu de piste. Par contre, qu'est-ce qui l'a fait arriver aussi loin en Norvège ? Ça m'a échappé. On ne sait pas. On ne sait pas. Il part de chez lui. On ne sait pas combien de temps après ce départ-là exactement il arrive en Norvège et pourquoi il arrive. En fait, c'était pour ça que je disais il n'y a pas forcément
d'explications rationnelles sur, au départ, sur effectivement le premier lieu dans lequel il arrive. Ensuite, les autres lieux, c'est effectivement des coïncidences ou des gens qui l'orientent là-bas, mais c'est pas un choix de sa part. Donc c'était vraiment au départ, lui, sa volonté, c'est de partir, quel que soit l'endroit où il va. Alors pourquoi il est arrivé sur ces îles-là? Sûrement à différentes circonstances fortuites, mais en tout cas, c'est pas sa volonté. Donc peu importe pourquoi il est arrivé là-bas, il est arrivé là à un moment donné. De même on sait juste qu'il vient de l'ouest de la France. Bon, on ne sait pas trop d'où il vient. Bon, c'est vrai que ça n'a pas l'air forcément très important pour l'histoire. C'était une volonté de l'auteur ou de rester discret de la part de Khomka? Non, c'était une volonté, je pense, Alors, c'est une volonté de Khomka de rester discret par rapport aux personnages qu'il rencontre. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de parler de pourquoi il est parti, quelle était sa vie avant. Effectivement, tous les personnages qu'il croise se questionnent sur d'où il vient, qui il est. Et lui est assez sur la réserve, en fait. Il exprime peu de choses, surtout au début du roman, en fait, même s'il va un peu changer au fur et à mesure. Mais effectivement, son point de départ qui a aussi en quelque sorte un point d'arrivée, qui sera peut-être un point d'arrivée, c'était pas là qu'était l'enjeu de l'action du roman, même si le point de départ contient toutes les raisons du départ. Toutes les clés, quoi. Ouais. Toutes les clés. Bon, mais écoutez, je pense que pour une première présentation, on va en rester là pour aujourd'hui. On se retrouve demain et on laisse place à un petit peu de lecture comme le veut le format de l'émission. Et je vous dis à demain. À demain. Philippe Gerin, Les voyages de Khomka. Khomka avait apporté le petit déjeuner dans la grange. Il était encore en caleçon et il avait chaussé ses bottes de pluie pour traverser la cour. Lorsque Maiken, du haut de la meule de foin, le vit arriver ainsi accoutré et de surcroît embarrassé d'un grand plateau, elle ne put s'empêcher de rire, oubliant qu'elle-même n'était vêtue que d'un pull en laine. Ainsi, il la localisa et la rejoignit dans le foin. Il lui servit un café chaud. Sur le plateau, il y avait du pain noir, du fromage et de la confiture d'érelle. Maiken buvait son café par petites gorgées, en tenant la tasse serrée dans ses deux mains. Khomka tartinait le pain en silence. Les brebis, consignées à l'intérieur avec leurs agneaux, étaient réveillées et déjà réclamaient leur pitance. Mais Maiken ne se laissa pas impressionner par l'impatience exagérée des belles mains. Lorsque j'étais punie, enfant, mon père m'envoyait dormir ici, dans la grange. C'était ma deuxième chambre. L'hiver, je dormais dans l'enclos avec les brebis et leurs agneaux, tout contre eux, tout contre leur laine et la chaleur de leur corps. C'est là que je me sentais le plus en sécurité. Rien ne pouvait m'arriver. Khomka lui tendit une tartine. « Tu n'étais pas punie hier ?» ?»« Non, je n'étais pas punie, mais j'avais besoin de sécurité. » Ils mangèrent tout le pain et se resservirent du café. Il n'était que 5h30 du matin, mais déjà la lueur du jour se faufilait dans la grange. La journée s'annonçait belle. « Raconte-moi les baleineaux que tu as vus hier. » Et Khomka relata dans le détail l'apparition des cachalots jumeaux, miniatures collés au flanc de leur mère gigantesque. Il expliqua leur fragilité, leur inquiétude et leur vulnérabilité malgré leur carcasse de plusieurs tonnes. Il décrivit aussi l'attention protectrice et maternelle du monstre marin guidant sa progéniture sur la crête des flots. Une ombre passa sur son visage. Un des jumeaux semblait malade ou blessé. Il resta silencieux un instant, puis se ressaisit. « Sais-tu que les mères nourrissent leurs petits pendant 10 ans ?»« Non, je l'ignorais.
Sais-tu que je n'avais pas 10 ans lorsque ma mère a rejoint le continent ? Komka ne le savait pas. La vie passée de Maiken lui était presque inconnue. Il connaissait Bestefar, il savait que son nom signifiait grand-père en norvégien. Il connaissait Nora et Olaf. Parfois, des souvenirs affleuraient entre eux, mais il ne cherchait jamais à en raccorder les fils. Elle le laissait à l'écart de son histoire et il n'en ressentait aucun manque, aucune frustration. Il préférait se trouver dans les parages plutôt qu'au centre de la vie de Maiken. Ainsi, il avait l'impression de ne pas s'attacher vraiment. Et même s'il se mentait à lui-même, cette illusion lui donnait la force de rester. Le présent de la vie de Maiken lui suffisait. Il ne souhaitait s'encombrer ni de son passé, ni de son avenir, et il dut se faire violence pour ne pas l'interrompre. Je me souviens d'une photo dans la chambre de mes parents, dans un cadre posé sur le rebord de la fenêtre. Nous nous trouvons dans la cour, ma mère et moi. Sans doute mon père prend-il la photo, mais je n'en suis pas certaine. Il ne l'a jamais confirmé. Ma mère porte ses vêtements de semaine, ses bottes. Ses cheveux et sa robe sont agités par le vent. Je dois avoir 4 ans. Ma salopette en jean est trop courte. Je suis tout contre elle. Je m'agrippe à sa robe comme les baleineaux au flanc de leur mère. Une partie de mon visage est cachée par les tissus qui volent. Longtemps, j'ai cru que je m'agrippais ainsi par peur que le vent m'emporte. En fait, je pense maintenant que je la retenais, elle. J'avais déjà compris qu'elle était en partance, bien avant qu'elle rejoigne le continent. Son regard ne fixe pas l'objectif. Il est déjà ailleurs. Puis elle se tut et s'étira pour s'extraire de l'engourdissement dans lequel ses pensées l'attiraient. Elle revint au présent. Elle revint à Komka et à la douceur de l'aube. « Tu es du matin aujourd'hui ?»« Oui, j'accompagne le safari du matin. » Il était soulagé que la parenthèse soit déjà refermée. « Et tu vas devoir me rendre mon pull, sinon je vais être en retard. » Il se précipita sur elle pour tenter de lui ôter son vieux pull de force. Elle se débattit pour donner le change, mais elle capitula et se laissa dénuder. Entre les planches de la grange, la lumière s'engouffrait maintenant, vorace, avalant les millions de grains de poussière qui se laissaient piéger par ces faisceaux anarchiques. Et pendant que Komka posait sa bouche sur sa peau, Maiken se laissa aller à espérer que peut-être cet été ne finirait jamais. Interview, lecture, il était une fois un Il voulait livre. voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. La rubrique Il était une fois un livre, 17h15. C'est sur Fréquence 8.